Sur le bureau du commissaire de police de Poitiers se trouve une enveloppe, sans adresse de retour, sans signature. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Sur celle-ci, une seule phrase. Dans la maison de Madame Monnier, rue de la Visitation, une femme est retenue. Le commissaire ne se précipite pas pour agir. Ce nom de famille lui est familier. Tout le monde la connaît en ville. Les Monnier appartiennent aux vieilles familles. Leur réputation s'est construite sur des décennies. Émile Monnier, de son vivant, occupait le poste de doyen de la faculté des lettres de l'université locale. Après sa disparition, la maison est gérée par Louise Monnier, une femme aux mœurs strictes et paroissienne assidue de l'Église catholique. Leur fils Marcel a fait carrière comme avocat et a depuis longtemps dépassé le niveau provincial. Cette famille fait des dons à l'Église. On reçoit le clergé dans leur maison. À Poitiers, le nom Monnier est depuis longtemps associé à l'ordre et à la respectabilité. Le contenu de la lettre ne cadre pas avec cette image. Le commissaire comprend clairement les conséquences possibles. Toute action injustifiée à l'égard d'une telle famille tournera au scandale. Mais il n'a pas le droit d'ignorer le signalement. Il choisit l'option la plus prudente. Aucune publicité. Une vérification ordinaire. S'assurer que l'alerte est infondée. Le 23 mai 1901, vers le soir, 2 policiers s'approchent de l'hôtel particulier rue de la Visitation. Une maison de 3 étages au volet clos, une façade soignée, le silence, caractéristique d'un vieux quartier. Une femme âgée en noir ouvre la porte, Louise Monnier. Elle a l'air concentrée et calme. Il n'y a ni agitation ni confusion dans son comportement. Les policiers informent de la nécessité d'inspecter la maison. Louise Monnier les laisse entrer sans objection. Ils traversent la maison pas à pas, d'abord le salon, puis la salle à manger et la cuisine. Après cela, ils montent au 2e étage où se trouvent les pièces d'habitation. Partout, c'est propre. Les affaires sont soigneusement rangées. Le décor ne dénotant rien du mode de vie habituel d'une maison aisée. Lorsque les policiers montent plus haut, l'un d'eux remarque une porte fermée au 3e étage. Elle est verrouillée. Il s'en dégage une odeur lourde et rance, impossible à confondre avec une odeur domestique. Le policier pointe la porte et exige qu'on l'ouvre. L'expression du visage de la maîtresse de maison change. Cela se produit presque imperceptiblement, mais suffisamment pour alerter. Elle tente d'arrêter la suite de l'inspection. Le policier s'approche de la porte. La serrure n'est pas conçue pour résister à la force. La porte cède. Il fait un pas à l'intérieur. La maison Monnier n'était pas un endroit où l'on cherchait des secrets. En 1876, la famille était au sommet de sa position. Émile Monnier était vivant et occupait le poste de doyen de la faculté des lettres de l'université de Poitiers. Sa femme Louise tenait la maison et participait activement à la vie de la paroisse catholique. En ville, on les percevait comme un couple modèle, aisé, éduqué et profondément religieux. Ils avaient 2 enfants adultes. Le fils, Marcel, étudiait déjà le droit et était considéré comme un étudiant prometteur. La fille, Blanche, vivait avec la famille. Blanche Monnier était considérée comme un bon parti. Une apparence attrayante, une bonne éducation, une dot solide. Elle apparaissait régulièrement au bal, aux soirées de bienfaisance et aux réceptions de l'église. Les jeunes gens de bonne famille la remarquaient. Leurs parents faisaient de même. Louise Monnier traitait l'avenir de sa fille avec un sérieux particulier. Le mariage de Blanche n'était pas pour elle une question de bonheur personnel, mais la continuation de la stratégie familiale. De la personne avec qui la fille lierait sa vie dépendait la position de la lignée à la génération suivante. Des options appropriées existaient déjà. Plusieurs familles de leur cercle manifestaient de l'intérêt. Il s'agissait d'unions qui auraient renforcé les positions des Monnier dans la société. Tout se déroulait comme il était d'usage dans de telles maisons. Puis, Blanche a brisé cet ordre. Elle est tombée amoureuse. L'élu était M. Borret, un avocat. Un homme nettement plus âgé qu'elle et, ce qui était le plus important, sans fortune. Il n'avait ni terre, ni capital, ni héritage. Seulement sa propre clientèle et sa réputation. Pour Louise Monnier, ce n'était pas suffisant. Blanche a informé sa mère de son intention de l'épouser. La réponse fut sans équivoque. Cette union était considérée comme inadmissible. Elle menaçait la réputation de la famille et rayait les plans construits pendant des années. Blanche a tenté d'insister. Elle parlait de sentiments et des qualités de l'homme choisi. Pour Louise, cette conversation n'avait pas de suite. Après cela, Blanche a poursuivi la relation en secret, par des billets transmis par des connaissances, par de rares rencontres en ville qu'il était facile de prendre pour des hasards. Louise l'a appris assez vite. Dans une petite ville, de telles choses restent rarement inaperçues. Les rumeurs sont parvenues jusqu'à la maison Monnier, et alors la décision a été prise.
sans scène ni conflit public. D'abord, Blanche a cessé d'apparaître en public. Aux questions des connaissances, Louise répondait de manière évasive, invoquant une indisposition. Ensuite, elle parlait d'une dépression nerveuse. Plus tard, elle mentionnait un voyage chez des parents pour rétablir sa santé. Les semaines passaient, puis les mois. Les explications changeaient, mais le résultat restait le même. Personne ne voyait Blanche. Monsieur Beauvais tentait de comprendre. Il venait à la maison Monnier, mais la porte restait fermée. Il écrivait des lettres, mais ne recevait pas de réponse. Les connaissances communes soit ne savaient rien, soit préféraient ne pas s'en mêler. Avec le temps, les questions se firent plus rares. On croyait cette famille respectée sur parole. Si l'on disait que la fille était partie, cela suffisait. Les années passèrent. Le nom de Blanche Monnier a progressivement disparu des conversations. Pour la ville, elle a simplement cessé d'exister. Et, dans la maison de la rue de la Visitation, la vie continuait. Louise recevait des invités. Marcel construisait sa carrière. La maison fonctionnait comme d'habitude. Et personne, y compris les gens qui venaient ici régulièrement, ne soupçonnait que tout ce temps, Blanche Monnier se trouvait entre ces mêmes murs, derrière une porte fermée au 3e étage. 25 ans, c'est une durée pendant laquelle plus d'une génération a le temps de changer. Pendant ce temps, les mœurs se changent, les visages s'effacent, les noms s'oublient. Et pendant ce même temps, une ville entière peut cesser de remarquer une personne qui n'a disparu nulle part. Louise Monnier a construit cette disparition de manière cohérente et précise. Les premiers mois furent les plus dangereux. On se souvenait encore de Blanche. On demandait de ses nouvelles lors des réceptions, après les messes dominicales, lors de rencontres fortuites. Louise répondait calmement et avec assurance. Sa fille est souffrante. Les médecins ont recommandé le repos et un changement de climat. Elle est partie se soigner. Les versions changeaient dans les détails, mais le sens général restait inchangé. Blanche est temporairement absente. L'absence temporaire s'est étirée sur 1 an, puis sur une 2e année. Les questions devenaient moins nombreuses, mais elles ne disparaissaient pas complètement. Le plus persistant restait Monsieur Beauvais. Il n'acceptait pas les explications, écrivait des lettres, tentait de transmettre des billets par des connaissances, a même engagé un homme pour surveiller la maison Monnier. Louise a compris qu'une simple absence ne suffisait plus. La situation exigeait un point final. Alors, la version a changé. Environ 2 ans après la disparition de Blanche, Louise a commencé à parler d'une maladie grave, d'un mal qu'on appelait à l'époque l'aphtisie, une maladie sur laquelle on ne posait pas de questions détaillées et qu'on préférait ne pas discuter à voix haute. Elle racontait cette histoire de manière sélective, aux amis proches, aux prêtres, aux vieux voisins. Dans sa voix résonnait la fatigue, dans son comportement, un chagrin contenu. L'image de la mère perdant sa fille semblait convaincante. Avec le temps, le récit s'est complété de détails. Un établissement spécialisé, des soins constants, une interdiction de visite en raison du danger de contagion. La ville a réagi avec compassion. L'histoire a commencé à vivre sa propre vie, se transmettant de bouche à oreille. D'abord le décès du mari, puis la grave maladie de la fille. Pour une famille respectée, cela ressemblait à une série de malheurs. À ce moment-là, Émile Monnier n'était déjà plus en vie. Cela renforçait l'impression générale. Une veuve avec une fille malade et un fils adulte ne suscitait que de la pitié. Puis vint la dernière étape. Louise est apparue à la messe dominicale en grand deuil. Elle m'expliquait pas ce qui se passait, mais les explications n'étaient pas nécessaires. Pour l'entourage, il est devenu évident que Blanche n'était plus. La nouvelle s'est répandue rapidement dans Poitiers. Personne n'avait vu les funérailles. Louise expliquait cela par le fait que la cérémonie s'était déroulée loin de la ville, là où Blanche avait passé ses derniers mois. Modestement, sans étrangers. Le lieu de sépulture se trouvait auprès de l'établissement, où l'on ne laissait pas entrer les étrangers. Personne n'a cherché à vérifier ces paroles. S'immiscer dans le chagrin d'une famille respectée était considéré comme indécent. Monsieur Beauvais a appris que Blanche n'était prétendument plus de ce monde parmi les derniers. Il a tenté d'élucider les détails, mais les réponses restaient floues. Avec le temps, il a renoncé. Il ne lui restait pas d'autres options. La maison Monnier est revenue à son train-train habituel. Louise a porté le deuil le temps requis, puis s'est de nouveau occupée de charité et des affaires de l'Église. Lors des réceptions, elle apparaissait comme une femme ayant survécu à la perte et ayant conservé sa dignité. Marcel, pendant ce temps, renforçait sa position. Sa pratique juridique grandissait. Il devenait une figure de plus en plus notable. Le nom Monnier ouvrait toujours les portes. Parfois, les voisins remarquaient des détails étranges, des volets au 3e étage qui ne s'ouvraient jamais, des domestiques qui changeaient trop souvent et ne s'attardaient pas longtemps, des bruits la nuit, auxquels on trouvait des explications commodes, une vieille maison,
des courants d'air, des planchers en bois. Les années passaient, 5, 10, 15, 20. Blanche Monnier s'est progressivement transformée en souvenir. Ceux qui la connaissaient personnellement ont vieilli. Ceux qui sont nés plus tard n'entendaient parler d'elle que comme de la fille de Madame Monnier, partie trop tôt. Louise a vieilli, mais n'a pas perdu le contrôle. Elle continuait à gérer la maison, à fréquenter l'église, à recevoir des visites, et chaque jour, elle montait au 3e étage, vers la porte qui restait verrouillée depuis déjà un quart de siècle. Ce qui se passait derrière cette porte, seuls deux le savaient, Louise Monnier et son fils Marcel. Les domestiques recevaient des instructions strictes, ne pas monter au 3e étage, ne pas poser de questions. Toute manifestation de curiosité se terminait par un renvoi sans recommandation. Le système fonctionnait sans faille. 25 ans sans rumeur ni vérification. Jusqu'en mai 1901. Jusqu'au jour où, sur le bureau du commissaire de police, s'est retrouvée une enveloppe anonyme. Quelqu'un avait tout de même su, et après un long silence, avait décidé de briser l'ordre que la ville maintenait par son indifférence. Les policiers envoyés pour la vérification ne s'attendaient à rien de sérieux. Un signalement anonyme sans signature ressemblait à une tentative de quelqu'un pour nuire ou effrayer. La famille Monnier à Poitiers était considérée comme trop connue, trop respectée pour de telles histoires. Les premières pièces n'ont rien donné. La maison semblait calme et ordonnée. Tout était à sa place. Les objets n'avaient pas été touchés. Aucune trace d'agitation ou de précipitation. C'était une maison ordinaire. C'est exactement ainsi qu'ils s'attendaient à la voir. Au 3e étage, il y avait une porte, verrouillée. De dessous, il s'en dégageait une odeur lourde et rance qu'il était impossible de confondre avec une odeur domestique. Elle ne frappait pas tout de suite, mais semblait s'accumuler dans la gorge à chaque inspiration. Le policier s'est arrêté près de la porte et a exigé qu'on l'ouvre. Jusqu'à ce moment, Louise Monnier s'était tenue calme. Mais maintenant, quelque chose a changé dans son visage. Presque imperceptiblement, pendant une seconde, mais suffisamment pour que cela saute aux yeux. Elle a tenté d'arrêter ce qui se passait, expliquant que derrière la porte, il n'y avait qu'un débarras, de vieilles choses que personne n'avait touchées depuis longtemps. Le policier n'a pas reculé. La serrure n'a pas tenu. La porte a cédé. L'odeur se dressait comme un mur compact. C'est précisément à ce moment que Marcel Monnier est apparu dans la maison. Il est rentré à l'improviste et a trouvé la police déjà au 3e étage. Un homme grand, soigné, habitué à parler avec assurance et à regarder droit dans les yeux. Sa présence a immédiatement changé l'atmosphère. Marcel est intervenu sans crier, mais fermement. Il a remis en question ce qui se passait, a rappelé la loi, et le fait que de telles actions ne s'accomplissent pas sans mandat. Le policier n'est pas entré dans le débat. Il a pointé la porte. Une pause s'est installée. Louise et Marcel ont échangé un regard. Rapide, presque imperceptible. Dans ce regard, il n'y avait pas de panique. Marcel a parlé calmement et avec assurance. Il parlait d'une possible erreur, du fait que tout pouvait s'arranger sans bruit, de gens et de relations qui n'aiment pas de telles situations. Le policier est resté sur sa position. Louise a dit que la clé de la porte était perdue depuis longtemps, que la pièce n'avait pas été ouverte depuis de nombreuses années, qu'à l'intérieur, il n'y avait que des affaires abîmées par le temps. Le policier a pris une décision. Il a envoyé son coéquipier chercher du renfort, et le commissaire. Agir plus loin sans un supérieur signifiait prendre sur soi une trop grande responsabilité. L'attente s'était étirée sur près d'1 heure. Louise et Marcel restaient à côté. Ils ne discutaient pas et ne s'agitaient pas. Ils restaient simplement debout et attendaient. Lorsque le renfort est arrivé, le commissaire était avec eux. Il voulait tout voir personnellement. Les policiers sont retournés à la porte. Les procédures étaient respectées strictement et sans concession. Le commissaire a pressé un mouchoir sur son visage et a fait un pas en avant. Sur le seuil, il s'est figé. Pendant quelques secondes, il a scruté l'intérieur. Puis, il a fait demi-tour et est ressorti dans le couloir pour donner les premiers ordres. Le premier ordre du commissaire fut d'appeler un médecin. Ensuite, de bloquer les sorties et les entrées de la maison. Après cela, on a commencé à consigner tout ce qui se passait. Le commissaire est retourné à la porte et est entré à l'intérieur. La pièce était petite, environ 3 mètres sur 4. La seule fenêtre s'est avérée clouée par des planches des 2 côtés. Les volets étaient fermés hermétiquement. La lumière du jour ne pénétrait pas ici depuis de nombreuses années. À l'intérieur régnait une obscurité dense. Le sol était couvert d'une couche de paille pourrie.
c'était une masse compressée de paille, de chiffons, de restes de nourriture et de traces de déjection. La couche s'était accumulée pendant longtemps. Le ménage dans cette pièce n'était pas fait. L'odeur à l'intérieur était si lourde que l'un des policiers, entré à la suite, n'a pas tenu et est ressorti dans le couloir. Au milieu de la pièce, sur cette paille, gisait une femme. Son état parlait de lui-même. La peau tendait étroitement sur les os. Les côtes saillaient distinctement. Les membres semblaient disproportionnellement fins. Sur le visage ne ressortaient que les yeux, grands, profondément enfoncés. Elle ne portait pas de vêtements complets, seulement des lambeaux de tissu qui avaient pu être autrefois une chemise de nuit. De longs cheveux emmêlés s'étaient agglomérés en une boule compacte et couvraient partiellement le visage et les épaules. Elle était vivante. Cela est devenu perceptible par un mouvement à peine distinct. Elle a tenté de se détourner de la lumière qui lui causait de la douleur. Le commissaire s'est approché. Il s'est accroupi à côté et a tenté de lui parler. La femme ne répondait pas. Elle émettait des sons inintelligibles dans lesquels on ne parvenait pas à distinguer de mots. Il s'est tourné vers la sortie. Dans l'encadrement de la porte se tenait Louise Monnier. Elle regardait ce qui se passait sans réaction visible, sans larmes, sans signe de confusion. Le commissaire a posé une question sur l'identité de la femme. Après une courte pause, Louise a informé que c'était sa fille, Blanche Monnier. Le silence s'est fait dans la pièce. Les policiers échangeaient des regards. Le nom était connu de tous. Blanche Monnier était considérée comme décédée depuis plus de 20 ans. On avait porté le deuil pour elle. Sa disparition était depuis longtemps devenue une partie de la mémoire de la ville. Elle se trouvait ici, tout ce temps, dans cette maison. Le médecin est arrivé environ une demi-heure plus tard. Il a examiné la femme sur place. La déplacer tout de suite était dangereux. L'état était extrêmement grave. Les résultats de l'examen ont été consignés dans le protocole. Le poids de la patiente était d'environ 25 kg. Pour une femme adulte, cela signifiait un degré extrême d'épuisement. L'alimentation était irrégulière et minimale, suffisante seulement pour maintenir la vie. Déterminer l'âge par l'apparence était impossible. Elle avait passé près de la moitié de sa vie dans cette pièce. Le médecin a noté également l'état mental. La femme ne réagissait pas aux questions, ne s'orientait pas dans ce qui se passait. L'isolement de plusieurs années et l'obscurité totale avaient conduit à de graves troubles. Le commissaire est retourné vers Louise Monnier. Maintenant, les détails l'intéressaient. Combien d'années Blanche s'était trouvée dans la place? Qui savait pour son existence? Qui lui apportait à manger? Les réponses furent brèves. Blanche se trouvait ici depuis longtemps. Les étrangers ne savaient pas. La mère elle-même apportait la nourriture. Les raisons de ce qui se passait ont été désignées comme familiales. Marcel Monnier, tout ce temps, s'est tenu à l'écart. Il observait ce qui se passait en silence. Lorsque l'attention s'est tournée vers lui, il a fait comprendre que sa mère ne devait pas répondre aux questions ultérieures sans protection juridique. Le soir même, Louise Monnier a été arrêtée et emmenée au poste pour interrogatoire. Marcel n'a pas encore été arrêté, mais a été obligé de rester en ville. Blanche a été transportée à l'hôpital, lentement et avec précaution. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. La lumière provoquait chez elle une réaction vive. La présence de gens l'effrayait. Elle tentait de se cacher et de se fermer au monde environnant. L'information sur la découverte s'est rapidement répandue dans la ville. Au matin du jour suivant, les journaux de tout le pays écrivaient sur l'événement. La réputation de la famille Monnier s'est effondrée en quelques heures. La femme considérée comme un modèle de piété s'est retrouvée au centre d'une affaire de séquestration de plusieurs années de sa propre fille. Louise Monnier est devenue la première et principale suspecte, dans une histoire qui a bientôt reçu un retentissement national. Les journaux ont qualifié l'événement d'affaire du siècle. Pour l'enquête, les gros titres n'étaient qu'un bruit de fond. Il fallait comprendre les détails, comprendre comment une telle chose avait pu se produire pendant 25 ans, et surtout, qui d'autre était impliqué. Louise Monnier se tenait avec assurance lors des interrogatoires. Elle a fait ses premières dépositions le 26 mai 1901 dans le bâtiment de la direction de la police de Poitiers. Elle ne niait pas l'évidence. Blanche se trouvait effectivement dans la pièce verrouillée, mais elle insistait sur le fait qu'elle avait agi seule. C'était sa décision, sa responsabilité. Personne d'autre ne savait. Les enquêteurs n'ont pas cru un seul mot. La maison Monnier était grande, 3 étages, une multitude de pièces. Entretenir un tel ménage seul est impossible. En 25 ans, des dizaines de domestiques sont passés par cette maison. Cuisinière, femme de chambre, jardinier. L'un d'eux aurait dû remarquer quelque chose. Les interrogatoires des domestiques ont commencé, ceux qu'on a réussi à retrouver.
Ils se sont déroulés fin mai et début juin 1901 à la gendarmerie de Poitiers et au tribunal d'arrondissement. La première interrogée fut la femme qui travaillait dans la maison au moment de la découverte de Blanche. Elle servait chez les Monnier depuis environ 2 ans. À la question sur le 3e étage, elle a répondu tout de suite. Il était interdit d'y monter, catégoriquement. Madame Monnier nettoyait elle-même les pièces du haut. Elle y portait elle-même la nourriture. Elle sortait elle-même ce qu'il fallait sortir. L'enquêteur a demandé si cela ne lui semblait pas étrange. La femme a haussé les épaules. Elle a expliqué que cela lui semblait inhabituel, mais pas exceptionnel. Elle avait besoin de travail. Madame Monnier payait régulièrement. Dans les maisons riches, selon ses dires, les maîtres ont toujours leurs caprices. Sa tâche était d'accomplir ses devoirs et de ne pas poser de questions superflues. L'enquête s'intéressait particulièrement au bruit. La femme a confirmé que la nuit, des bruits provenaient parfois du 3e étage. Des gémissements, parfois des cris. Elle s'était adressée à ce sujet à Madame Monnier. Celle-ci expliquait qu'en haut vivait une parente âgée, atteinte d'un trouble grave qu'il ne fallait pas déranger. Cette version figurait aussi dans d'autres protocoles. On a trouvé encore plusieurs anciens domestiques. Leurs témoignages étaient similaires. On interdisait à tous de monter en haut. Tous entendaient des bruits étranges. Tous recevaient la même explication. Une des femmes de chambre, interrogée le 2 juin 1901, a raconté qu'une fois, elle était tout de même montée par l'escalier, par curiosité. Elle n'était pas arrivée jusqu'à la porte. À mi-chemin, Madame Monnier l'avait arrêtée. Le jour même, la femme de chambre avait été renvoyée, sans explication et sans lettre de recommandation. Après cet incident, il n'y eut plus de tentatives similaires. Mais il y avait une personne qui en savait plus que les autres, et cette personne n'était pas un domestique. Marcel Monnier vivait dans cette maison. Pas en permanence. Il avait son propre appartement à Poitiers où il recevait ses clients. Mais il rendait régulièrement visite à sa mère, restait pour la nuit, déjeunait et dînait à la table familiale. Il montait au 3e étage. L'enquête a établi cela au cours de la vérification des témoignages. Plusieurs témoins ont vu comment il montait l'escalier vers le haut. Un des anciens domestiques a rapporté qu'il avait croisé Marcel alors que celui-ci sortait du couloir du 3e étage. Marcel n'avait alors rien expliqué et était passé outre. Marcel Monnier a été convoqué pour interrogatoire le 3 juin 1901. Il s'est présenté accompagné d'un collègue avocat. Il se tenait calmement, répondait de manière pondérée. À la question de savoir s'il connaissait l'existence de sa sœur dans la pièce verrouillée, Marcel répondait de manière évasive. Il disait que sa mère gérait le ménage de manière autonome, qu'il ne s'immisçait pas dans ses affaires, qu'il avait sa propre vie, sa propre carrière, ses propres soucis. Les enquêteurs lui ont rappelé les témoignages des domestiques et le fait qu'on l'avait vu au 3e étage. Marcel n'a pas nié qu'il y montait. Il affirmait qu'il n'entrait pas dans cette pièce et ne savait pas ce qui s'y passait exactement. Les explications de sa mère, selon ses dires, étaient les mêmes que pour les domestiques. Marcel insistait également sur le fait que sa sœur était considérée comme décédée. Il avait assisté aux cérémonies de deuil. Pour lui, Blanche avait cessé d'exister il y a de nombreuses années. Cependant, les éléments du dossier indiquaient le contraire. L'enquête disposait de témoignages sur les visites régulières de Marcel au 3e étage. Il a été établi qu'il entendait les mêmes bruits que les domestiques. Des témoignages sont apparus selon lesquels, dans de rares cas, Marcel portait lui-même la nourriture en haut, pendant les périodes de maladie de sa mère. Marcel Monnier savait, et il se taisait. Une semaine après l'arrestation de Louise, début juillet 1901, Marcel a été arrêté. On l'a accusé de complicité. L'enquête est arrivée à la conclusion que le crime n'était pas commis par une seule personne. La mère et le fils agissaient ensemble. L'une retenait Blanche enfermée, l'autre assurait la couverture. L'arrestation de Marcel a provoqué un retentissement encore plus grand que l'arrestation de Louise, parce que Marcel était avocat, un homme lié à la loi, et il savait depuis 25 ans ce qui se passait dans cette maison. Le public exigeait des explications. Ce qui s'était passé suscitait la perplexité même chez ceux qui connaissaient la famille Monnier depuis de nombreuses années. Lors de l'interrogatoire qui a eu lieu quelques jours après son arrestation, Louise Monnier a exposé sa version des événements. Une version qui, selon elle, devait tout expliquer. Blanche, selon les dires de Louise, était malade mentale. Cela avait commencé dès sa jeunesse, bien avant la séquestration. Elle avait des crises. Elle devenait brusque, imprévisible, dangereuse pour elle-même et pour les autres. Elle criait, pouvait casser des objets. Les médecins invités à la maison ne donnaient prétendument pas d'espoir. Il n'existait pas de traitement. La seule option citée était l'isolement. Louise disait qu'elle n'avait pas d'autre issue. Elle affirmait qu'elle ne pouvait pas confier sa fille à un asile. À la fin du XIXe siècle, de tels établissements avaient une lourde réputation. Les patients étaient maintenus dans des conditions difficiles, sans perspective d'amélioration.
Selon ses dires, elle ne pouvait pas permettre que Blanche se retrouve là-bas. C'est pourquoi, comme elle l'expliquait, la décision avait été prise de garder la fille à la maison, sous surveillance, dans l'isolement. Oui, dans des conditions difficiles, mais selon sa version, c'était un moyen de protéger à la fois Blanche et l'entourage. Louise racontait cela calmement. Elle décrivait les années passées dans un tel régime comme un lourd fardeau. Elle disait qu'elle montait quotidiennement au 3e étage, apportait la nourriture, supportait les cris et la résistance. Selon ses dires, elle vivait dans une tension constante, se sacrifiant pour la famille. Les enquêteurs ont écouté cette version et ont commencé à la vérifier point par point. La première question fut celle des médecins. Si Blanche était réellement suivie par des spécialistes, il devait rester des noms, des notes, des conclusions. Louise affirmait que les médecins n'étaient plus en vie depuis longtemps et que les documents n'avaient pas été conservés. Puis vint la question des conditions de détention. Une pièce sans lumière, l'absence de lit, de la paille pourrie, une absence totale de soins, un degré extrême d'épuisement. Louise expliquait cela par le fait que Blanche n'acceptait pas l'aide. Selon ses dires, la fille ne se laissait pas laver, déchirait ses vêtements, refusait la nourriture. Cependant, ces explications ne coïncidaient pas avec ce qui avait été constaté lors de l'examen. La femme trouvée dans la pièce ne manifestait pas d'agressivité. Elle ne bougeait presque pas. Elle réagissait aux gens par la peur. Elle tentait de se couvrir et non d'attaquer. Les sons qu'elle émettait étaient faibles et monotones. Elle ne représentait de danger pour personne. L'examen médical mené à l'hôpital n'a pas révélé de signes de maladie mentale congénitale. Des troubles psychiques ont été constatés, mais leur nature indiquait les conséquences d'un isolement prolongé. La destruction de la personnalité s'était produite après la séquestration. L'état physique contredisait également la version de Louise. Blanche ne refusait pas la nourriture. On la nourrissait irrégulièrement et dans un volume minimal. Cela suffisait seulement pour maintenir la vie. Au fur et à mesure de la vérification des témoignages, il devenait clair que la version de Louise n'expliquait pas ce qui se passait. Les enquêteurs ont commencé à chercher une autre raison, non liée à la maladie. Les conversations avec les anciens de Poitiers ont rapidement mené aux événements des années 1870. L'histoire de M. Beauvais a refait surface presque immédiatement. Un avocat sans fortune, une romance ayant provoqué le rejet brutal de la mère, un conflit qui n'a jamais été résolu. Ces informations ne cadraient pas avec la version du soin et de l'isolement par nécessité. On n'avait pas privé Blanche de liberté à cause d'une maladie. On l'avait enfermée après un conflit avec sa mère, après un refus de se soumettre, après une tentative de choisir sa vie de manière autonome. 25 ans dans une pièce verrouillée sont devenus non pas une mesure temporaire, mais une détention prolongée qui a continué année après année. Lors des interrogatoires, Louise ne manifestait pas de remords. Elle continuait à insister sur son bon droit et ne changeait pas de déposition. À ce moment-là, l'enquête disposait d'un volume suffisant de matériaux pour poursuivre l'affaire. Les versions étaient confrontées, les faits étaient vérifiés. Le travail n'était pas encore terminé. Lors de la perquisition de la maison rue de la Visitation, les enquêteurs ont saisi des effets personnels de la famille Monnier. Parmi eux se trouvaient des lettres et des notes conservées dans le bureau du défunt Émile Monnier. Louise ne les avait pas détruites. Soit elle n'y avait pas accordé d'importance, soit elle était sûre que personne ne reviendrait sur ces papiers. Ces documents ont permis de reconstituer les événements qui n'existaient jusqu'alors que sous forme de suppositions. Parmi les documents saisis, on a trouvé des lettres de Blanche, non envoyées, écrites dans les premiers mois de l'isolement et conservées dans la maison. Elle s'y adressait à M. Beauvais. Elle écrivait sur ses sentiments, sur l'espoir d'une rencontre, sur le fait que ce qui se passait ne pouvait pas durer éternellement, sur le fait que la justice finirait par triompher. L'écriture dans les premières lettres était régulière et assurée. Blanche écrivait comme une personne qui compte sur l'avenir. Elle décrivait des projets de départ de Poitiers, parlait d'une nouvelle vie loin de la famille, du désir de tout recommencer. Ces lettres transmettaient l'état d'une personne qui n'a pas encore perdu espoir et considérait ce qui se passait comme temporaire. Aucune d'elles n'a jamais été envoyée. L'enquête a établi que toute la correspondance de Blanche était interceptée. M. Beauvais n'a reçu aucune lettre après sa disparition. Il croyait qu'elle était partie, puis qu'elle était gravement malade, plus tard qu'elle n'était plus. Tout ce temps, Blanche se trouvait dans la même maison et continuait à lui écrire. Les notes tardives avaient une autre apparence. C'étaient de courts textes sur des bouts de papier. L'écriture devenait irrégulière, parfois presque illisible. Blanche écrivait dans l'obscurité, sans voir le papier. La source de ces feuillets n'a pas pu être établie. On suppose qu'elle utilisait tous les bouts disponibles. Le contenu de ces notes changeait. Les projets disparaissaient.
Les adresses à l'avenir disparaissaient. Restaient des demandes d'aide et des questions sans réponse. Elle écrivait sur le désir de sortir de la pièce, sur la disposition à se soumettre à n'importe quelles exigences. Ces textes reflétaient la destruction progressive de l'état mental. Les enquêteurs ont prêté attention à la séquence des changements. Dans les premières notes prédominait la protestation et l'attente. Dans les plus tardives, les supplications. Puis des phrases fragmentaires et des mots isolés. Cela coïncidait avec les conclusions médicales sur l'état de Blanche. De plus, on a découvert une correspondance de Louise Monnier avec ses connaissances, datée des années 1870. Dans ces lettres, elle discutait en détail de la situation avec sa fille. Elle qualifiait M. Beauvais d'homme n'ayant ni fortune ni situation. Elle écrivait que l'engouement de Blanche mettait en danger l'honneur de la famille. Elle affirmait qu'elle était obligée d'empêcher cette union à tout prix. La phrase « à tout prix » se rencontrait à plusieurs reprises. Louise considérait ce qui se passait comme une lutte pour la réputation de la lignée. Elle se référait à la mémoire de son défunt mari et à l'opinion publique. Pour elle, un éventuel mariage de Blanche signifiait un déshonneur public. Dans l'une des lettres de réponse, une amie exprimait des doutes. Elle écrivait prudemment que les mesures pouvaient être excessives et qu'avec le temps, l'engouement pourrait passer de lui-même. Louise a rejeté ce conseil. Dans sa réponse, elle indiquait qu'on ne pouvait pas attendre, que Blanche était têtue et ne reculerait pas. Que le seul moyen de faire cesser la liaison était d'isoler complètement la fille du monde extérieur, temporairement, jusqu'à ce qu'elle change sa décision. Ce temporairement s'est étiré sur 25 ans. L'enquête a également établi le sort de M. Beauvais. Il a continué à vivre à Poitiers encore de nombreuses années après la disparition de Blanche. Il ne s'est pas marié, travaillait comme avocat, menait une pratique modeste, s'intéressait périodiquement à son sort, mais ne recevait pas de réponse. L'entourage était sûr que Blanche n'était plus en vie depuis longtemps. M. Beauvais est décédé en 1885 d'une maladie cardiaque. Il n'a jamais su que la femme qu'il aimait se trouvait à quelques quartiers de lui et lui écrivait des lettres tout ce temps. L'homme à cause de qui la séquestration avait commencé a quitté la vie bien avant sa fin. Après 1885, les raisons invoquées par Louise n'existaient plus. La porte du 3e étage restait fermée. Après que M. Beauvais ne fut plus, la séquestration a continué encore 16 ans. Ces années n'avaient plus d'explication liée à l'empêchement d'un mariage. Ce qui se passait était maintenu par inertie. Lors des interrogatoires, on a posé à Louise la question de savoir pourquoi elle n'avait pas mis fin à l'isolement après le départ de M. Beauvais. Dans le protocole, il a été consigné qu'elle considérait la libération comme impossible. Selon ses dires, Blanche n'aurait déjà plus pu vivre une vie normale et son apparition en public aurait signifié la révélation de ce qui s'était passé et un scandale public. La poursuite de l'isolement était considérée comme l'option la plus sûre. L'enquête poursuivait son travail. Les documents étaient systématisés, les témoignages confrontés. Parallèlement, à l'hôpital de Poitiers, les médecins tentaient de stabiliser l'état de Blanche Monnier et de la ramener à la vie après 25 ans d'isolement. L'état de Blanche au moment de son admission était extrêmement grave. La patiente pesant environ 25 kg ne pouvait pas se tenir debout seule, supportait difficilement l'éclairage et ne réagissait presque pas à la parole qui lui était adressée. La femme avait passé 25 ans dans des conditions d'isolement prolongé et d'épuisement extrême. Les premiers jours furent consacrés à la stabilisation de l'état. Le traitement était dirigé par le médecin de garde de l'hôpital de Poitiers, le docteur Moreau, qui avait de l'expérience avec les formes graves d'épuisement. L'alimentation était introduite progressivement, par petites portions. L'organisme de Blanche n'avait pas reçu de nourriture complète depuis longtemps et n'était pas capable d'accepter tout de suite une ration ordinaire. Les médecins agissaient avec prudence, craignant des complications liées à un changement brutal d'alimentation. L'éclairage dans la chambre était maintenu au minimum. La vue de Blanche était adaptée à une absence prolongée de lumière. Même une faible lumière provoquait chez elle une réaction marquée. Elle se détournait, se couvrait le visage, émettait des sons traînants. Le personnel médical notait cela comme une réaction à un stimulus, et non comme un comportement conscient. Après la stabilisation primaire, une expertise médicale a été ordonnée. L'enquête avait besoin d'une conclusion officielle sur l'état physique et mental de Blanche Monnier. Ce document avait une importance capitale pour la suite de l'enquête. L'expertise a été menée par une commission de 3 médecins. 2 étaient spécialisés dans les maladies internes, le 3e était psychiatre.
L'examen psychiatrique était supervisé par le docteur Jules Bergier, exerçant à Poitiers et collaborant avec les organes judiciaires. L'examen s'est déroulé sur plusieurs jours. Toutes les observations étaient consignées dans la documentation médicale. L'état physique était évalué comme extrêmement grave. Les médecins ont diagnostiqué une cachexie, une forme marquée d'épuisement. La masse musculaire était fortement réduite. Le tissu adipeux sous-cutané était pratiquement absent. La peau était amincie, avec des signes de processus inflammatoires chroniques. Les cheveux étaient cassants et rares. Le fonctionnement des organes internes était perturbé. L'activité cardiaque restait très stable. Le foie et les reins fonctionnaient avec des signes d'état de surcharge prolongée. Tous les indicateurs pointaient vers une sous-alimentation chronique, qui avait duré non pas des mois, mais des années. Un examen psychiatrique a été mené séparément. Il était nécessaire pour vérifier les affirmations de Louise Monnier sur la présence d'une maladie mentale chez sa fille avant l'isolement. Le psychiatre a observé la patiente dans la durée. On évaluait les réactions, la capacité à s'orienter, la préservation des fonctions de base. Il a été établi que Blanche ne s'orientait ni dans le temps, ni dans l'espace, ne reconnaissait pas son entourage, ne prenait pas conscience de la situation. Le discours était fragmentaire, avec des sons répétitifs et des mots isolés. En même temps, la nature des troubles indiquait leur origine acquise. Dans sa conclusion, le docteur Bergier soulignait qu'un tel tableau est typique des personnes ayant séjourné longtemps dans des conditions de privation sensorielle. L'absence de lumière, de communication, de changement de décor conduit à la destruction progressive des fonctions cognitives. Le cerveau humain a besoin d'une stimulation extérieure constante. En son absence, les connexions neuronales se dégradent, la mémoire perd sa structure, la pensée devient décousue. Ces processus ont été décrits en détail dans la partie médicale de la conclusion. Blanche s'était trouvée dans des conditions d'isolement total pendant 25 ans. Le contact avec le monde extérieur était minimal et de courte durée. Cela s'est avéré insuffisant pour préserver l'intégrité psychique. Dans la conclusion, il était noté séparément qu'aucun signe de maladie mentale congénitale ou précoce n'avait été détecté. Tous les troubles constatés s'expliquaient par les conditions de détention. L'état de la patiente était considéré comme une conséquence et non comme la cause initiale de l'isolement. Les médecins ont également constaté la préservation de certaines réactions de base. Blanche réagissait à la nourriture, distinguait les touchés, tentait parfois de reproduire des mots. Cela indiquait que malgré les troubles graves, une partie des fonctions était préservée. La conclusion d'expertise a été préparée début juin 1901 et signée par les membres de la commission, y compris le docteur Moreau et le docteur Bergier, après quoi elle a été transmise aux organes d'enquête. Le document contenait une description détaillée de l'état de la patiente et ne permettait pas de double interprétation. En même temps, à l'hôpital, le travail de maintien de l'état de Blanche continuait. Les médecins ne comptaient pas sur le rétablissement des fonctions psychiques perdues. Leur tâche se résumait à stabiliser l'état physique et à assurer les soins dont elle avait été privée pendant de nombreuses années. Pendant que les médecins s'occupaient de l'état de Blanche, l'enquête poursuivait son travail. Une question ne laissait de repos ni aux policiers, ni aux autorités municipales, ni aux habitants de Poitiers. Comment une telle chose avait-elle pu exister 25 ans au centre de la ville et rester inaperçue ? Était-il possible que pendant tout ce temps, personne n'ait soupçonné qu'il se passait quelque chose d'anormal ? Les enquêteurs ont décidé de vérifier cette piste séparément. Des interrogatoires répétés des voisins vivant à côté de la maison Monnier ont été menés. On a interrogé les commerçants qui livraient régulièrement des produits, les facteurs qui desservaient ce quartier, les gens qui croisaient la famille au quotidien depuis des années et pouvaient avoir vu ou entendu quelque chose. Les résultats se sont avérés sans équivoque et inquiétants. Beaucoup remarquaient des étrangetés dans la maison Monnier. Une voisine, vivant de l'autre côté du mur, a indiqué que de temps en temps, elle entendait des bruits venant des étages supérieurs, des coups sourds, parfois des gémissements traînants, le plus souvent la nuit. Elle ne pouvait pas déterminer la source, mais comprenait que ce n'étaient pas des bruits domestiques ordinaires d'une vieille maison. Une fois, il y a de nombreuses années, elle l'avait mentionné prudemment dans une conversation avec Madame Monnier. Louise avait réagi calmement et sans irritation. Elle avait expliqué que dans la maison vivait une parente âgée, atteinte d'une maladie grave. L'état est grave, les souffrances sont inévitables, les médecins ne peuvent pas aider. Il ne reste que les soins et la prière. Après cela, la conversation n'avait plus été soulevée. La voisine avait jugé le sujet clos. Un habitant de la maison d'en face avait prêté attention à autre chose. Les volets du 3e étage ne s'ouvraient jamais, ni en été, ni en hiver. Il avait posé la question au jardinier qui travaillait chez les Monnier.
Celui-ci avait répondu que la maîtresse ne souhaitait pas que quiconque regarde en haut. Là sont conservées les affaires personnelles du défunt maître de maison et l'intrusion est considérée comme inadmissible. L'explication avait semblé étrange, mais personne n'avait posé d'autres questions. Le commerçant qui livrait les produits a noté que les livraisons s'effectuaient régulièrement et sans interruption. Il ne suivait pas dans quel volume les produits étaient consommés et ne s'intéressait pas à qui exactement les recevait. Il n'avait alors pas de raison de poser des questions. Les anciens domestiques, interrogés à nouveau, ont confirmé leur première déposition. Tous savaient que le 3e étage était fermé. Tous entendaient des bruits. Certains sentaient l'odeur qui parvenait parfois aux étages inférieurs. Mais personne n'entreprenait d'action. Une des femmes de chambre, qui servait dans la maison au début des années 1890, a avoué qu'elle avait sérieusement songé à s'adresser à la police. Les bruits du 3e étage provoquaient chez elle de l'inquiétude. Mais elle avait renoncé à cette idée, craignant les conséquences. Les accusations pouvaient s'avérer erronées. La réputation de la maîtresse était impeccable. Toute plainte pouvait détruire sa propre vie. Elle a préféré le silence, comme les autres. L'enquête s'est heurtée à un fait qu'il était impossible d'ignorer. Pendant 25 ans, des dizaines de personnes ont remarqué des signes inquiétants. Des volets clos, des pièces interdites, des bruits nocturnes, une incohérence dans les détails domestiques. Et pas une seule personne n'est allée au-delà des doutes. La raison résidait dans l'organisation sociale de la ville. La famille Monnier occupait une position privilégiée. L'argent, les relations, la réputation, la participation à la vie de l'Église et à la charité créaient autour d'eux une zone d'inaccessibilité. Pour les domestiques et les commerçants, leur parole n'avait pas de poids. Pour les voisins, une intervention signifiait un conflit avec une famille influente. Pour les gens du même cercle, un risque de scandale qu'on préférait éviter. Louise Monnier comprenait cela et agissait en partant de cette connaissance. Elle comptait non pas sur les serrures et les menaces, mais sur la peur, l'habitude de ne pas s'en mêler et la certitude de l'entourage qu'une telle chose ne pouvait tout simplement pas se produire dans une telle maison. En 25 ans, aucun signalement officiel n'est parvenu à la police, jusqu'à une lettre anonyme. L'enquête a tenté d'en établir l'auteur. Des comparaisons graphologiques ont été menées. On a vérifié des échantillons d'écriture d'anciens domestiques, de connaissances de la famille, de personnes ayant eu accès à la maison. On a analysé le papier et l'encre. Cela n'a donné aucun résultat. L'auteur de la lettre n'a jamais été identifié. Qui qu'il soit, c'est cette personne qui a brisé le silence de plusieurs années. Une seule phrase sur une feuille de papier s'est avérée suffisante pour arrêter ce qui durait depuis un quart de siècle. Du point de vue de la loi, les voisins et les domestiques ne portaient pas de responsabilité pénale. La loi de l'époque ne prévoyait pas de punition pour la non-dénonciation de soupçons. Formellement, ils n'ont rien violé. Dans les faits, leur silence est devenu une partie du mécanisme ayant permis au crime d'exister si longtemps. Ces témoignages ont été joints au dossier. Ils ne changeaient pas la teneur de l'accusation, mais complétaient le tableau d'ensemble. Ils montraient comment la peur, l'inégalité sociale et l'habitude de ne pas s'en mêler peuvent fonctionner aussi efficacement qu'une porte verrouillée. Les enquêteurs partaient du principe qu'une simple description des événements ne suffisait pas. Pour le tribunal, il fallait comprendre qui était Louise Monnier en tant que personne et comment elle avait pu en arriver à de tels actes. Les enquêteurs ont commencé à se pencher sur son passé, son éducation et ses relations familiales. Pour cela, on a interrogé des parents éloignés, de vieilles connaissances et des gens qui connaissaient Louise avant même son mariage. Ces témoignages ont permis de reconstituer des traits de caractère qui restaient auparavant hors du champ de vision. Louise Monnier, née du Val, était issue d'une famille aux ambitions sociales marquées. Ses parents n'appartenaient pas à la haute société, mais accordaient une importance exceptionnelle à la position, au bien-être extérieur et à l'opinion d'autrui. Dès son plus jeune âge, on a inculqué à Louise que la réputation est plus importante que les sentiments personnels et que tout écart par rapport aux normes admises est perçu comme une menace. Le mariage avec Émile Monnier fut pour elle un pas important vers le haut. Doyen de l'université, nom établi, reconnaissance dans la ville. Après le mariage, Louise a rapidement occupé la position dominante dans la famille et menait le ménage de manière rigide et cohérente. Les parents du côté du mari notaient son exigence et son intransigeance. Tout dans la maison devait correspondre à l'ordre établi par elle. Tout écart était perçu comme inadmissible. Cela concernait particulièrement les enfants. Une cousine d'Émile Monnier, résidant dans une ville voisine, a fait une déposition détaillée. Selon ses dires, Louise élevait Marcel et Blanche dans des conditions de discipline strictes où l'exigence principale était la soumission inconditionnelle.
Les décisions autonomes n'étaient pas encouragées. Les objections étaient réprimées. Le témoin s'est souvenu d'un épisode survenu alors que Blanche était encore toute jeune. La jeune fille avait demandé la permission de sortir se promener avec des amis. Ayant essuyé un refus, elle avait tenté d'insister. En réponse, Louise l'avait enfermée dans sa chambre pendant plusieurs jours en limitant la nourriture. Ce cas n'avait alors pas provoqué d'intervention de la part des adultes. L'épisode s'était produit bien avant l'histoire avec M. Beauvais, mais il montrait un mode d'action déjà établi. L'isolement était utilisé comme moyen de punition et de répression. Émile Monnier, selon les témoignages, ne s'immisçait pratiquement pas dans l'éducation. Il était occupé par son travail universitaire et laissait la gestion de la maison à sa femme. L'enquête n'a pas reçu d'informations indiquant qu'il ait entrepris des tentatives pour changer la situation. Les anciens domestiques, qui travaillaient dans la maison du vivant d'Émile, ont complété ce tableau. Ils notaient que Louise n'élevait jamais la voix et ne faisait pas de scène. Les ordres étaient donnés calmement et sans discussion. L'atmosphère dans la maison était tendue. Les domestiques s'efforçaient de ne pas attirer l'attention sur eux. Marcel, selon les souvenirs des témoins, a choisi la ligne de la soumission totale. Il suivait les instructions de sa mère en matière d'études, de carrière et de vie personnelle. Plusieurs femmes manifestaient de l'intérêt pour lui, mais cela n'allait pas jusqu'au mariage. Louise n'approuvait aucune des candidates possibles, et Marcel l'acceptait. Un des collègues de Marcel dans la pratique juridique a rapporté que celui-ci maintenait un contact constant avec sa mère et ne prenait pas de décisions importantes sans son approbation. Un tel comportement semblait inhabituel pour un homme adulte et indépendant, mais ne sortait pas du cadre de l'admissible tant que les circonstances de l'affaire n'étaient pas connues. L'enquête est arrivée à la conclusion que Marcel savait ce qui se passait dans la maison. Il allait au 3e étage, entendait les bruits et ne pouvait pas ne pas comprendre ce qui s'y passait. Cependant, il n'entreprenait aucune action. Son comportement s'inscrivait dans le modèle de soumission formé depuis l'enfance. Sur la base des témoignages recueillis, il a été conclu que ce qui s'était passé n'était pas un dérapage soudain ou un acte accidentel. C'était la continuation d'un modèle de comportement stable de Louise Monnier, construit sur le contrôle et la répression. Le psychiatre consultant l'enquête a rédigé une conclusion sur la personnalité de l'accusé. On y utilisait des formulations caractéristiques de la pratique médicale du début du XXe siècle, besoin marqué de contrôle, incapacité à reconnaître l'autonomie des autres personnes, dépendance extrême de l'estime de soi vis-à-vis de la reconnaissance extérieure. Dans ce contexte, les enfants étaient considérés par Louise non comme des personnalités autonomes, mais comme une partie de sa propre image. La tentative de Blanche de prendre une décision indépendante a été perçue comme une violation de l'ordre établi. Ces matériaux ne changeaient pas le fond des accusations, mais aidaient à comprendre comment et pourquoi tout cela était devenu possible. L'enquête poursuivait son travail, et de nouvelles circonstances apparaissaient l'une après l'autre. L'une des étapes clés de l'enquête fut le nouvel interrogatoire de Marcel Monnier. La première fois, il s'était tenu avec assurance, se limitant à des formules juridiques et des réponses évasives. Maintenant, l'enquête disposait de matériaux qui ne laissaient pas de place à la manœuvre. L'interrogatoire a eu lieu à la mi-juin 1901, dans le bâtiment du tribunal d'arrondissement de Poitiers. Marcel est arrivé avec un avocat. Formellement, tout ressemblait à une procédure ordinaire, mais le caractère de la conversation a changé tout de suite. L'enquêteur a commencé non par des questions, mais par des documents. Sur la table ont été posées des photographies de la pièce du 3e étage, des conclusions médicales et des protocoles d'interrogatoire des domestiques. Il n'y avait rien de nouveau pour l'enquête dans ces matériaux. Ce qui était nouveau, c'était qu'ils étaient maintenant examinés en présence de Marcel. L'enquêteur lui a proposé de prendre connaissance des documents et a posé une question directe pour savoir si cet endroit lui était familier. Marcel a déclaré qu'il voyait les images pour la première fois. Alors ont été lus des fragments des témoignages des domestiques. Pas sous forme générale, mais concrètement, ceux où l'on mentionnait la présence de Marcel au 3e étage et sa participation au transport de la nourriture. Un des protocoles concernait un épisode où on l'avait vu sortir du couloir avec un plateau vide. Après cela, Marcel a cessé de répondre tout de suite. Il a longtemps regardé les papiers sans lever les yeux. La tentative de l'avocat d'intervenir a été coupée court. L'enquêteur a fait comprendre que la conversation ne portait pas sur des formalités, mais sur des faits qui étaient déjà consignés. La pause s'est prolongée, puis Marcel a reconnu qu'il savait ce qui se passait depuis le tout début, depuis le moment où sa mère avait pris la décision d'enfermer Blanche. Il a confirmé qu'il comprenait où se trouvait sa sœur et dans quelles conditions elle vivait. Il a expliqué que depuis l'enfance, il avait l'habitude de se soumettre à sa mère et n'avait jamais perçu la possibilité d'aller contre sa volonté comme réelle. Il percevait initialement la décision de la séquestration comme temporaire. Lorsqu'il est devenu clair qu'elle ne serait pas annulée, il a continué à se taire.
Marcel a confirmé que dans certaines périodes, à la demande de sa mère, il montait au 3e étage et transmettait la nourriture. Il évitait le contact avec sa sœur et s'efforçait de ne pas s'attarder dans la pièce. Il n'entreprenait pas de tentatives pour changer la situation et n'en parlait à personne. Il a expliqué les raisons de son silence par la peur et la dépendance. La peur devant sa mère, devant un scandale public et devant la destruction de sa propre vie. Il a reconnu qu'il comprenait ce qui se passait, mais préférait ne pas prendre la responsabilité sur lui. À la question de savoir qui avait pris la décision initiale, Marcel a désigné sa mère. Il a déclaré qu'il agissait selon sa volonté et ne se considérait pas comme une personne capable de changer la situation. Les dépositions ont été consignées dans le protocole. Marcel a reconnu être au courant et sa participation à la dissimulation de ce qui se passait, tout en insistant sur le fait que l'initiative venait entièrement de Louise Monnier. L'enquête a pris acte de ces dépositions. Elle précisait la répartition des rôles et confirmait la complicité, mais n'enlevait pas la responsabilité de Marcel lui-même. L'enquête ne s'arrêtait pas, mais l'attention se portait de plus en plus souvent sur Louise Monnier elle-même. Chaque jour, il devenait visible que son état se détériorait rapidement, et cela commençait à influencer le cours de l'affaire. L'enquête, néanmoins, poursuivait son travail dans toutes les directions. Pendant que certains enquêteurs s'occupaient des interrogatoires et de la rédaction des protocoles, d'autres triaient les papiers saisis dans la maison Monnier. Les lettres de Blanche et les notes personnelles avaient déjà été triées et décrites. Venaient ensuite les documents domestiques, empilés séparément. Parmi eux, les cahiers de comptabilité de la famille. C'étaient des cahiers épais, à l'écriture soignée. Les années sur les couvertures, des notes prises sans hâte. Louise Monnier tenait les finances minutieusement. Produits, vêtements, gages des domestiques, réparations, dons. Tout était consigné ligne après ligne. La comptabilité commençait au début des années 1870 et s'interrompait en mai 1901. Au début, ces cahiers ressemblaient à la comptabilité ordinaire d'une maison aisée. Date, somme, nom des boutiques et des fournisseurs. Mais en comparant les notes de différentes années, une divergence est apparue. Dans les notes d'avant 1876, les dépenses incluaient tous les membres de la famille. Vêtements pour Blanche, études, livres, leçons de musique. Dépenses caractéristiques d'une maison où vivent des enfants adultes. Après 1876, le nom de Blanche a disparu. L'enquêteur a vérifié les notes des années suivantes. 1877, 1878, début des années 1880, puis les années 1890. Pas une seule ligne liée à Blanche Monnier. Les dépenses pour Marcel continuaient à être consignées en détail et régulièrement. Sa vie se reflétait entièrement dans les cahiers. Blanche n'existait plus dans ses notes. Les tentatives de trouver des désignations cachées ou d'autres formes de comptabilité n'ont donné aucun résultat. Il n'y avait pas de catégories séparées, pas de noms alternatifs non plus. Elle avait simplement disparu de la comptabilité. En même temps, le volume global des dépenses alimentaires après 1876 n'avait pratiquement pas changé. La maison achetait du pain, de la viande et du lait dans les mêmes quantités, en fonction des besoins de la maîtresse, du fils et des domestiques. Il n'était pas apparu de dépenses séparées pour une personne de plus. Cela coïncidait avec les témoignages des médecins et des domestiques. On ne nourrissait pas Blanche séparément. Elle recevait ce qui restait de la table commune. Il n'y avait pas du tout de notes sur l'achat de vêtements pour elle, pour toute la période de séquestration. Pas une seule. Cela correspondait à l'état des haillons dans lesquels on l'avait découverte. Les dépenses médicales liées à Blanche n'existaient pas non plus. En 25 ans, Louise n'avait pas appelé une seule fois un médecin pour sa fille et n'avait pas acheté de médicaments pour elle. En même temps, Louise consignait scrupuleusement ses propres visites chez les docteurs et les dépenses de traitement. L'enquêteur a rédigé une note analytique. Il n'y avait pas d'évaluation ni de supposition, seulement des données comparées et la chronologie des notes. Les cahiers de comptabilité montraient la pratique quotidienne. Année après année, les besoins de tous les membres de la famille s'y reflétaient, sauf un. Cela excluait le hasard et l'erreur. Il s'agissait d'un ordre des choses durable et stable. Les notes des années suivant le décès de M. Beauvais ont attiré une attention particulière. Après 1885, rien n'a changé dans le ménage. Les dépenses restaient les mêmes. Blanche n'apparaissait toujours dans aucun poste. Les documents financiers ont été joints au dossier. Ils complétaient les conclusions médicales et les témoignages sans s'appuyer sur les paroles ou les souvenirs de quiconque. Ces cahiers avaient été remplis de la main de Louise Monnier. Les notes allaient régulièrement, année après année, sans oubli ni raté. On y comptabilisait tout ce qui concernait la vie de la maison. Un seul nom n'était pas dans ces notes. On a commencé à parler de l'affaire Blanche Monnier à voix haute.
d'abord prudemment, par bribes, comme de quelque chose de si terrible qu'il est gênant de le prononcer entièrement. Les gens se racontaient ce qu'ils avaient entendu, bafouillant, confondant les détails, revenant à la même question. Comment une telle chose avait-elle pu se produire tant d'années et rester inaperçue? Les journaux se sont emparés de l'histoire presque immédiatement. Les reporters faisaient le pied de grue devant la direction de la police et le palais de justice, tentaient de faire parler les employés, attrapaient les voisins, cherchaient les anciens domestiques. Tout nouveau détail se transformait instantanément en entrefilet, toute supposition en gros titres. Certaines publications se permettaient des conjectures, d'autres s'efforçaient de s'en tenir aux faits. Mais même l'information sèche produisait l'effet d'un coup. On imprimait encore et encore les photos de la pièce du 3e étage. Des clichés flous, granuleux, pris sous un mauvais éclairage, agissaient plus fort que n'importe quelle description. Les gens les examinaient longuement, revenaient du regard sur les mêmes détails, tentant de comprendre comment on pouvait vivre dans un tel endroit, ne serait-ce qu'un jour, sans parler de décennies. À Poitiers, des gens ont commencé à se rassembler près de la maison Monnier, d'abord par curiosité, puis par colère. Quelqu'un restait simplement debout et regardait la façade, tentant de faire correspondre l'apparence soignée de la maison avec ce qu'on savait désormais d'elle. D'autres criaient des insultes. Plusieurs fois, des pierres ont volé dans les fenêtres. La police a dû poster une garde pour que la foule ne saccage pas le bâtiment. La colère n'était pas dirigée seulement contre Louise et Marcel. Les gens se souvenaient des voisins qui entendaient des bruits, des domestiques qui travaillaient dans la maison, des prêtres qui venaient là depuis des années. Chacun tentait de trouver des coupables non seulement parmi les accusés, mais aussi autour de soi. L'indignation se mêlait à un sentiment gênant de complicité. La ville, qui avait longtemps préféré ne pas poser de questions, parlait maintenant trop fort. Des lettres de lecteurs ont commencé à arriver aux rédactions des journaux. Les gens écrivaient sur la peur, sur les nuits sans sommeil, sur le fait qu'après la lecture des articles, il leur était difficile de regarder leur propre maison et famille comme avant. Certains exigeaient une punition sévère, d'autres se limitaient à des mots d'horreur et de perplexité. Dans presque chaque lettre résonnait la même chose, la tentative de comprendre comment une telle chose était devenue possible. Les femmes réagissaient de manière particulièrement aiguë. Les mères écrivaient qu'elles ne pouvaient pas accepter l'idée même de ce qui s'était passé. Elles s'imaginaient à la place de Louise et ne trouvaient pas d'explication. Pour beaucoup, cette histoire détruisait la représentation habituelle de la famille comme espace de sécurité. L'Église s'est trouvée dans une position difficile. Louise Monil avait été considérée pendant des années comme une paroissienne modèle. Elle donnait de l'argent, apparaissait régulièrement aux offices, jouissait du respect. Maintenant, les prêtres devaient répondre à des questions auxquelles ils n'avaient pas de réponse convaincante. La majorité préférait les formulations prudentes et le silence. La réputation de la famille, construite sur des décennies, s'est effondrée en quelques jours. Le nom Monnier, prononcé auparavant avec respect, a commencé à susciter le dégoût. Ce que Louise craignait le plus, le déshonneur public, l'a rattrapée sous une forme à laquelle elle n'aurait pas pu penser. Louise elle-même se trouvait à l'hôpital de la prison de Poitiers. Son état se détériorait. Elle ne mangeait presque pas, dormait mal, se plaignait de douleurs dans la poitrine. Les médecins constataient des signes d'insuffisance cardiaque et insistaient sur le repos, mais il n'y avait pas de repos. Même derrière des portes closes, elle restait au centre de l'attention. Les nouvelles lui parvenaient par bribes, conversations des gardiens, remarques du personnel médical, bribes de phrases de journaux. Elle savait ce qui se passait dehors, savait comment on parlait d'elle, savait en quoi s'était transformé son nom. Selon les dires de ceux qui l'ont vue ces jours-là, elle ne parlait pas de sa fille, n'évoquait pas Blanche, ne posait pas de questions sur son état. Toutes ses pensées étaient concentrées sur une seule chose, sur le fait que tout ce pourquoi elle avait vécu s'était effondré. À la mi-juin 1901, Louise Monnier a eu une grave crise cardiaque. Cela s'est produit la nuit, lors d'une ronde habituelle. On l'a trouvée gisant sur le sol, inconsciente. Les médecins sont arrivés rapidement, mais l'état était critique. On l'a transférée dans une pièce séparée et on a établi une surveillance constante. Elle a repris conscience brièvement, parlait avec difficulté, par courtes phrases. Et même alors, selon les témoignages des médecins, elle n'a jamais parlé de ce qu'elle avait commis. Pas de sa fille,
pas de sa culpabilité, seulement d'elle-même et de ce qui était arrivé à son nom. On a informé l'enquête que l'accusé pourrait ne pas vivre jusqu'au procès. Toute détérioration pouvait s'avérer la dernière. La société exigeait un procès. Les journaux écrivaient que Louise Monnier ne devait pas partir sans avoir répondu de ce qui s'était passé. Mais le temps et l'âge étaient plus forts que les exigences de la foule. Le cœur de la femme qui avait gardé sous contrôle une vie étrangère pendant un quart de siècle refusait maintenant de lui obéir à elle-même. Pendant que les médecins luttaient pour la vie de Louise Monnier, l'enquête poursuivait son travail. Il fallait comprendre comment tout cela fonctionnait exactement, pas en général, mais jour après jour, ce qui se passait derrière cette porte, et de quelle manière cela avait pu continuer pendant des années. À la mi-juin 1901, les enquêteurs sont retournés dans la maison rue de la Visitation avec une autre tâche, reconstituer la réalité quotidienne de ce qui se passait derrière la porte fermée. Pour cela, on a mené une inspection répétée et détaillée de la pièce du 3e étage, ainsi qu'interrogé tous ceux qui pouvaient connaître l'emploi du temps de la maison. Les enquêteurs travaillaient méthodiquement, consignant chaque détail, chaque trace, chaque élément dont se composait cette réalité isolée. La pièce était étroite, au point qu'il n'y restait d'espace ni pour le mouvement, ni pour l'intimité. La seule fenêtre était clouée par des planches des deux côtés. De l'extérieur, pour que personne ne puisse regarder à l'intérieur, de l'intérieur, pour que la personne dedans ne puisse pas les défoncer, même si elle le désirait. Les volets restaient fermés depuis des années. Le métal sur les gonds avait rouillé, le bois avait gonflé à cause de l'humidité. Les enquêteurs ont vérifié si au moins un peu de lumière pénétrait à l'intérieur. L'expérience a été menée de jour, par temps clair, quand le soleil était haut. Cela a été consigné dans le protocole d'inspection. Le résultat s'est avéré sans équivoque. Même en plein midi clair, une obscurité totale régnait dans la pièce, pas la moindre lueur. L'un des enquêteurs a instinctivement fait un pas en arrière, comme s'il s'attendait à ce que ses yeux s'habituent. Cela ne s'est pas produit. La porte était tout à fait ordinaire, pas de travers, pas endommagée, sans trace de tentative d'effraction. Sur le chambranle restaient des marques au même endroit, là où s'arrêtait chaque fois la main avec la clé. Ces traces n'apparaissaient pas par hasard, elles restaient année après année du même mouvement. On n'oubliait pas la porte et on ne l'abandonnait pas. On l'ouvrait régulièrement dans le cadre de l'ordre établi. C'est ainsi qu'on ouvre la porte d'un local sur lequel on ne réfléchit pas et qu'on a depuis longtemps cessé de considérer comme quelque chose d'inhabituel. Sur le sol se trouvait une couche de ce qui avait été autrefois de la paille. Les experts ont établi qu'elle avait cessé de remplir la fonction de litière dès les premières années de la séquestration. Tout ce qui se passait ensuite s'accumulait simplement par-dessus la couche déjà existante. Avec le temps, elle s'est transformée en une masse compacte, imprégnée de restes organiques. À certains endroits, son épaisseur atteignait plusieurs centimètres. Le ménage dans le local n'était pas fait. L'inspection et les témoignages des anciens domestiques le confirmaient. Les murs étaient couverts de moisissures, de saleté et de traces d'humidité. Le plâtre s'effritait par endroits, mettant la brique à nu. Les coins étaient envahis par une toile d'araignée dense. Les insectes se déplaçaient librement dans la pièce. Même après qu'on eut emmené Blanche, le local est resté impropre au travail pendant plusieurs jours. L'espace lui-même s'est avéré contaminé par les conditions dans lesquelles l'être humain y avait existé. Les enquêteurs ont reconstitué l'ordre des repas. Les témoignages des domestiques coïncidaient. Une fois par jour, en règle générale le soir, après le dîner, Louise montait au 3e étage avec un plateau. Sur celui-ci se trouvaient les restes de nourriture de la table. Des croûtes de pain, des reliefs, de la bouillie ou de la soupe refroidie. Parfois, seulement de l'eau et un morceau de pain rassis. On ne préparait jamais de nourriture supplémentaire. Si l'on mangeait tout à table, la portion s'avérait minimale. S'il en restait plus, il y en avait un peu plus. Selon les dires des domestiques, il s'écoulait parfois des heures entre les pas dans l'escalier et l'ouverture de la porte. Pour la personne dans la pièce, c'était le seul repère temporel. Louise ouvrait la porte, posait le plateau sur le sol, reprenait la vaisselle du repas précédent et partait. Tout se passait en silence et prenait moins d'1 minute. Elle ne parlait pas à sa fille et ne vérifiait pas son état. C'était une action mécanique, répétée jour après jour. Dans de rares cas, quand Louise ne pouvait pas monter l'escalier, Marcel remplissait cette obligation. Ses actions répétaient entièrement celles de sa mère. Il ne s'attardait pas et évitait de regarder à l'intérieur. Le contact avec la sœur était totalement absent. On ne changeait pas les vêtements de Blanche. Ce qui se trouvait sur elle au moment de la découverte étaient les restes d'une robe enfilée en 1876.
En 25 ans, le tissu s'était décomposé et désagrégé. En hiver, il faisait froid dans la pièce, le chauffage n'y parvenait pas. En été, c'était étouffant et humide. La possibilité de changer les conditions n'existait pas. On ne lui permettait pas de se laver. Dans la pièce, il n'y avait ni eau ni objet d'hygiène. La peau était couverte d'une couche de crasse incrustée depuis des années. Les cheveux s'étaient feutrés en une boule compacte qu'il a fallu couper à l'hôpital. Elle satisfaisait ses besoins naturels directement sur la paille. D'autres options n'existaient pas. Avec le temps, le sol s'est transformé en une couche de déchets organiques. Dans ces conditions, elle dormait, mangeait et existait depuis des années. Dans la pièce manquaient tous objets. Ni livres, ni papier, ni tissus, ni outils. Un isolement total des stimuli. Obscurité, silence, solitude. Le seul événement de la journée restait la brève ouverture de la porte. Les médecins consultant l'enquête indiquaient que dans de telles conditions, le cerveau humain perd progressivement la capacité de fonctionner. Tout ce qui a été décrit plus tard dans les conclusions médicales se produisait précisément ici, dans ces murs, jour après jour. Les enquêteurs ont calculé la durée de la séquestration, environ 9000 jours. 9000 fois la porte s'est ouverte et fermée. 9000 fois la décision a été prise de ne rien changer. L'enquêteur qui faisait le calcul a revérifié les chiffres plusieurs fois. Le résultat restait le même. La reconstitution a montré que ce n'était pas un épisode isolé ou une flambée de cruauté. C'était un système qui fonctionnait quotidiennement et sans faille. Des milliers de petites actions dont chacune maintenait des conditions incompatibles avec la vie humaine. Louise Monnier pouvait s'arrêter à tout moment, après la première année, après la 5e, après que M. Beauvais ne fût plus, après que Blanche eût cessé de crier. Mais cela ne s'est produit aucune fois. La reconstitution a été formalisée sous forme d'un rapport détaillé et a servi de base à l'acte d'accusation. Elle décrivait non seulement les conditions de détention, mais aussi leurs conséquences. Ce n'était pas simplement une privation de liberté, c'était une destruction prolongée et cohérente d'un être humain. L'affaire était prête à être transmise au tribunal. Restait la question de savoir si l'accusée principale vivrait jusqu'au moment où elle pourrait entendre le verdict. Louise Monnier n'a pas vécu jusqu'au procès. Elle est décédée à l'hôpital de la prison de Poitiers le 9 juin 1901, 15 jours après son arrestation. Dans le certificat médical, la cause indiquée était une insuffisance cardiaque aiguë sur fond de maladie chronique. L'organisme de la femme âgée, affaibli par l'âge et les événements des dernières semaines, n'a pas tenu. La nouvelle de son départ s'est répandue dans la ville le jour même. La réaction fut diverse. Les uns disaient que c'était une issue logique, d'autres qu'elle était partie sans avoir répondu de ce qu'elle avait commis. Les journaux parisiens et régionaux, y compris le Petit Parisien et La Croix, ont annoncé son décès sèchement, sans commentaire et sans tentative de susciter la compassion. Les funérailles ont eu lieu le 12 juin au cimetière municipal de Poitiers, sans annonce, sans foule, sans discours public. Marcel et quelques parents éloignés étaient présents. Le prêtre s'est limité à un court office. La tombe n'a pas été marquée par un monument. La famille a préféré ne pas attirer l'attention sur un nom qui, en quelques semaines, était devenu un symbole de honte. La femme qui avait contrôlé tout autour d'elle pendant des décennies est partie silencieusement et sans possibilité d'expliquer quoi que ce soit. Cependant, l'affaire ne s'est pas terminée, restait le second protagoniste. Le procès de Marcel Monnier a été fixé au 9 octobre 1901 et s'est déroulé dans le bâtiment du tribunal d'arrondissement du département de la Vienne. La salle s'est avérée comble, des habitants de Poitiers sont venus, des journalistes de Paris, Lyon et Bordeaux sont arrivés. La gendarmerie veillait à l'ordre, on craignait des éclats de colère. Marcel avait l'air concentré. L'avocat, habitué à être de l'autre côté du procès, était maintenant assis sur le banc des accusés. Il répétait les dépositions déjà connues. Il savait pour la séquestration, montait au 3e étage, apportait parfois de la nourriture. Mais c'est la mère qui prenait les décisions. Lui ne faisait qu'obéir. La défense était assurée par l'avocat Maurice Leblanc. La ligne était tracée clairement. Marcel ne privait pas sa sœur de liberté, ne déterminait pas les conditions de sa détention et ne possédait pas la maison. Son inaction, selon la version de la défense, ne tombait pas sous le coup de la responsabilité pénale selon le droit en vigueur. Le procureur Jean-Pierre Duval insistait sur le contraire. Il parlait de dissimulation consciente du crime, de maintien de la fausse version du décès de Blanche, d'actions régulières qui rendaient la séquestration possible. Il qualifiait le silence pendant 25 ans de forme de complicité. Les audiences ont duré 3 jours.
Le tribunal a entendu les témoins, étudié les protocoles, les conclusions médicales, les livres de comptes et les lettres. Tout ce qui avait été rassemblé par l'enquête s'est retrouvé dans le dossier. Le 11 octobre 1901, le tribunal a reconnu Marcel Monnier coupable de complicité de privation illégale de liberté et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement. La décision a provoqué une réaction vive. Pour beaucoup, cette peine semblait disproportionnée par rapport à ce qui s'était passé. Les discussions ne s'apaisaient ni à Poitiers ni au-delà. Marcel a fait appel presque immédiatement. La cour d'appel a examiné l'affaire en novembre 1901. La défense a invoqué une lacune dans la législation. À cette époque, le Code pénal français ne prévoyait pas de responsabilité pour non-assistance à personne en danger. La loi n'établissait pas d'obligation d'intervenir. Le 27 novembre 1901, le verdict a été annulé. Marcel Monnier a été libéré. D'un point de vue formel, il n'avait pas violé la loi. Il ne verrouillait pas la porte, ne clouait pas les fenêtres, ne privait pas de nourriture. Toutes ces actions étaient commises par la mère, déjà décédée à ce moment-là. Sa connaissance et son silence de plusieurs années n'étaient pas considérés comme pénalement punissables. L'affaire s'est terminée sans punition réelle. La principale coupable n'a pas comparu devant le tribunal. Son fils est sorti libre. Pour 25 ans de séquestration, pas une seule personne n'a purgé de peine. Ce procès est devenu l'un des arguments pour les changements ultérieurs dans le droit français. Plus tard a été introduite la norme sur l'obligation de porter assistance à une personne en danger. Blanche Monnier a survécu à sa mère, à son frère et à tout le procès. Mais la vie qui a commencé après sa libération n'est jamais devenue une vie au sens plein du terme. Après que l'on eut réussi à stabiliser son état à l'hôpital de Poitiers, Blanche a été transférée à la clinique psychiatrique de Blois, dans la vallée de la Loire. Elle y a passé les 12 années suivantes. Les médecins se rendaient immédiatement compte qu'un rétablissement complet ne pouvait avoir lieu. 25 ans dans l'isolement et l'obscurité avaient détruit le psychisme de manière irréversible. Il ne s'agissait pas d'un retour à la vie d'avant, mais au moins de rendre son existence moins douloureuse. Et en cela, pour autant que c'était possible, ils ont obtenu un résultat. Les employés de la clinique se souvenaient plus tard que Blanche réagissait aux choses les plus simples, des draps propres, de l'eau chaude, de la nourriture servie dans une assiette et non laissée sur le sol. Et surtout, la lumière du soleil. Elle pouvait rester assise longtemps près de la fenêtre, sans détourner le visage des rayons. Après un quart de siècle passé dans l'obscurité totale, c'était pour elle une expérience nouvelle, presque inconcevable. Elle n'est jamais revenue à un discours cohérent. Les mots lui venaient difficilement, les phrases s'interrompaient, s'embrouillaient, perdaient leur sens. Elle ne reconnaissait pas toujours les gens autour, ne comprenait pas où elle se trouvait et pourquoi. Le passé et le présent ne se séparaient pas dans sa conscience, mais se fondaient en une sensation unique et désordonnée. Parfois, elle s'adressait aux infirmières par le nom de sa mère. Parfois, elle demandait de transmettre une lettre à Monsieur Beauvais, ne sachant pas qu'il n'était plus en vie depuis longtemps. Il y avait des jours où elle restait simplement assise immobile, regardant un point fixe, et il était impossible de comprendre à quoi elle pensait, ou si elle pensait tout court. Blanche Monnier est décédée à la clinique de Blois le 13 octobre 1913. Sur les années vécues, elle en a passé 25 en séquestration et encore 12 dans un établissement psychiatrique. Libre au sens plein du terme, elle ne l'a jamais été. On l'a enterrée au cimetière local, dans une tombe modeste sans indication de nom de famille. Aucun des parents n'a assisté à la cérémonie. Marcel avait alors quitté Poitiers depuis longtemps et ne maintenait pas de lien avec sa sœur. Il ne lui a survécu que quelques années et a quitté la vie dans l'anonymat, n'ayant jamais réussi à rétablir sa réputation. La maison de la rue de la Visitation a été vendue peu après la fin du procès. Les nouveaux propriétaires ont tenté d'effacer sa sombre réputation, mais sans succès. Les habitants locaux l'ont appelée encore pendant des décennies la maison de l'horreur. Le bâtiment est passé plusieurs fois de main en main, jusqu'à ce qu'au milieu du XXe siècle, on le démolisse définitivement. L'affaire Blanche Monnier est entrée dans l'histoire. On la cite dans les manuels de criminalistique comme exemple de crime dissimulé pendant des années derrière une façade de respectabilité. Les psychiatres l'étudient comme un cas extrême de privation sensorielle. Les juristes l'évoquent en parlant de la nécessité d'intervenir lorsqu'une personne se trouve en danger. Mais un détail est resté inconnu. L'auteur de la lettre anonyme qui a mis fin à la séquestration de 25 ans n'a jamais été identifié. Quelqu'un a su la vérité et a décidé de la révéler. Cette personne a sauvé Blanche, bien que trop tard pour lui rendre une vie normale. Qui qu'il fût,
L'histoire n'a pas conservé son nom.